Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, donc je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français ou d'Allemands qui travaillent outre-Rhin et qui réussissent dans de nombreux domaines. Donc j'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et SoundCloud. Alors aujourd'hui, j'interviewe Nathanaël. Bonjour Nathanaël. Bonjour Jérôme. Alors toi, tu veux nous ouvrir les portes de ton expérience de médecine entre l'Allemagne et la France, et en particulier dans le contexte que tu as vécu, je dirais, de la gestion du Covid et de la vaccination dans les deux pays. C'est ça, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux tout d'abord nous dire qui tu es en une phrase? Je suis Nathanaël, je suis étudiant en cinquième année de médecine à Essen et je suis en parallèle doctorant à l'Institut de médecine tropicale de l'Université de Tübingen. D'accord, donc tu dois déjà avoir un parcours médical assez construit. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé en Allemagne? Je crois que tu es passé par la BIBAC, c'est ça? C'est ça, donc j'ai fait un bac franco-allemand à Lille, au lycée Federbe, que j'ai passé en 2014. Je suis parti en Allemagne en fait 2 ans plus tard j'ai intégré en fait le cursus de médecine. euh, qui est un cursus qui est totalement allemand, qui n'a pas pour l'instant pas la chance d'avoir un cursus franco-allemand. Mhm. Euh, donc voilà. Alors justement, qu'est-ce qui différencie les études de médecine en Allemagne par rapport à la France? Euh, bon, il y a beaucoup de points différents. Les études enfin, la sélection des étudiants en médecine en Allemagne, ça se fait en fait directement après le bac. Il n'y a pas de concours en fait de première année, par exemple comme en France. Par contre, le nombre de places est vachement restreint. Les universités prennent des profils qui sont un peu différents. Par exemple, on a quand même un tiers des étudiants qui ont une formation professionnelle euh, dans leur bagage en fait avant d'intégrer l'université. Donc il y a beaucoup de gens qui ont fait infirmier pendant quelques temps ou qui sont qui ont été brancardiers, qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine médical ou alors qui ont fait carrément autre chose. Hein. La dernière fois, j'ai rencontré par exemple une juriste qui est partie en fait Ah après oui. faire la médecine. Voilà, les études en fait, elles peuvent très bien démarrer à 20 ans, comme elles peuvent très bien démarrer à 25, voire parfois à 30 ou 35 ans. Alors qu'en France, c'est quand même pas du tout la même chose. Donc c'est un peu ça qui différencie en fait les deux systèmes. Après, au niveau des études, là, les deux systèmes sont en train finalement en fait se ressembler. C'est-à-dire on approche en fait sur un système comme le système de Bologne, en fait, avec une licence de médecine, un master de médecine et une troisième année de master de médecine, en fait. Ça commence à être uniformisé au niveau européen pour pouvoir en fait justement favoriser les échanges, même s'ils sont quand même très restreints dans ce domaine-là, malheureusement, parce que c'est souvent un peu compliqué de pouvoir faire valider ces unités d'enseignement dans un pays et dans un pays étranger en fait et pouvoir se faire valider dans l'université d'origine. Bon, on continue à voir à la fin, quand la formation de médecine s'achève en Allemagne, on continue à avoir aussi ce qu'on appelle le physicum, je crois, c'est ça? Le physicum, en fait, correspond au premier examen d'État. En Allemagne, il y a 3 examens d'État. Donc, il y a le physicum qui est le premier après les 2 ans, en général, après les 4 premiers semestres, qui clôt une formation théorique. Après, en fait, après les 5 ans, il y a ce qu'on appelle le deuxième examen d'État, ou M2, dans le jargon universitaire. Et puis après, il y a le dernier examen, qui est un examen oral, qui clôt en fait des études et qui donne en fait ce qu'on appelle l'approbation en allemand pour pouvoir en fait exercer la médecine. Et à ce moment-là, on est médecin assistant, donc Assistenzarzt. Et là, on peut choisir en fait différentes voies. Alors, quelles sont les conditions d'admission en médecine en Allemagne? Comment tu as fait pour t'inscrire en Allemagne et passer donc le filtre de l'admission? Alors en fait, c'est assez simple. Hein. Il y a une plateforme qui existe qui s'appelle Hochschulstart, qui correspond en fait un peu à Parcoursup pour nous Français. En fait, il suffit d'envoyer en fait sa copie de son bac en fait avec les notes de son bac. Et après, en fait, il y a diverses phases de sélection. Donc, soit on est pris directement par la note du bac, soit on est pris parce qu'il y a eu
Euh, Parce qu'en fait, il y a eu un choix de l'université, c'est-à-dire que l'université reçoit des dossiers, elle va choisir en fait. Euh, bon, il y a plein de choses qui sont parfois un peu compliquées à comprendre au niveau de la sélection, mais qui sont toutes affichées en fait en fonction des universités. Parce que chaque université en fait a un peu son mode de sélection qui est un peu différent des autres, quoi. Ah, d'accord, c'est régional aussi, enfin fédéral en Allemagne en fait. Ouais, c'est carrément, ouais, c'est plus que fédéral, c'est plus régional ou par exemple, bon, il y a des universités qui prennent avec un concours en plus en fait avant de passer. Donc, par exemple, Hambourg ou Berlin. Il y a des universités qui prennent seulement les notes du bac. Il y a des universités où ils ont des quotas de personnes en fait avec un bagage, donc des études infirmières, des choses comme ça, qui est plus important que dans une autre université. Il y a des universités qui prennent beaucoup plus d'étudiants en fait avec des notes qui sont moins bonnes que l'autre université, par exemple. Donc c'est assez différent. Et donc, toi, qu'est-ce qui t'a amené à choisir des études plutôt en Allemagne? Bah moi, j'ai toujours aimé en fait parler allemand. Déjà au lycée, je trouvais que c'était vraiment une bonne opportunité. Et j'aime beaucoup le modèle en fait allemand qui est pour moi assez ouvert, euh, où il y a vraiment beaucoup d'opportunités en fait euh, dans ce que propose en fait le système universitaire. Est-ce qu'il y a eu un petit temps d'adaptation pour toi par rapport au jargon médical? Bon, j'imagine que en anatomie, il y a beaucoup de termes qui dérivent du latin qu'on retrouve aussi en allemand. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a beaucoup il y a de la technicité aussi dans l'environnement médical? Donc, est-ce qu'il y a eu un petit temps d'adaptation par rapport au langage? Oui, il y a eu un temps d'adaptation au début, surtout au niveau de l'oral, en fait. C'est-à-dire que j'avais l'habitude bon, d'écrire beaucoup en allemand, de devoir rédiger des devoirs en allemand, etc. Donc, ce n'était pas trop un problème, mais c'était plutôt l'oral, en fait, la communication, et notamment la communication avec les patients, euh, qui, au début, en fait, n'était pas si simple. Mais Est-ce que justement, par rapport à la communication, par rapport aux patients, on parle toujours de différences franco-allemandes, mais est-ce que tu as pu là aussi remarquer, peut-être, puisqu'on parle des patients, une façon un petit peu différente peut-être de communiquer avec le patient? euh, non, pas vraiment, mais en Allemagne, il y a ce qu'on appelle le Schweigepflicht, qui est en fait le secret médical qui est extrêmement important. Euh, et, euh, et là-dessus, en plus, avec les nouvelles réformes de Datenschutz, c'est un point qui est vraiment très important aux Allemands. La protection des Euh, données. voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, par exemple, divulguer des informations d'un patient. Enfin, ce qui est rigolo, par exemple, en fait, c'est que parfois, le médecin généraliste, il peut prendre contact avec un autre médecin, en fait, dans une clinique qui suit le patient. Mais en fait, normalement, il n'a pas forcément le droit de divulguer les informations au téléphone sans que le patient, en fait, a signé ce qu'on D'accord. appelle une Schweigepflichtenbindung, qui correspond, en fait, à une autorisation en fait de communiquer les informations du dossier médical. Et ça, je trouve que c'est assez pointueux ici en Allemagne. On rigole pas avec ça. C'est Et ça, donc, c'est ça. ta première étape, ça a été à Essonne, découvrir les études à Essonne. Donc, pour toi, c'était aussi la découverte, j'imagine, de la vie étudiante classique. Bah alors, moi, je suis arrivé à Essonne en fait après le physicum parce que les deux premières années, je les ai faites dans la Sarre en fait, à côté de Ah, d'accord. Saarbrücken. Hmm. Mais après, oui, je suis arrivé dans la Ruhr en fait, donc j'ai quand même pas mal apprécié le coin et à visiter un peu en fait les différentes opportunités euh, qu'on peut avoir en fait dans la Ruhr quand même, qui est une région extrêmement dynamique où tout est vraiment toutes les villes sont juxtaposées. Donc il y a moyen de faire quand même beaucoup de choses, hein. Même Düsseldorf, c'est pas loin, Cologne, c'est pas très loin. Euh, Alors, voilà. après ces premières années de découverte de l'environnement des études de médecine en Allemagne, tu t'es lancé dans un projet qui est presque un projet franco-allemand, puisque tu es parti, je crois, au Cameroun, à Douala, c'est ça? Alors le Cameroun, c'était pour faire une famulature qui correspond à un stage en fait. Mais en fait, après être parti au Cameroun, j'ai décidé en fait de
de me lancer en fait sur un projet sur la malaria ou paludisme, qui est la maladie infectieuse la plus mortelle en fait dans le monde. Donc, on estime à peu près à quasiment un demi-million de personnes qui décèdent chaque année, notamment la plupart du temps, peut-être à 90% des enfants de moins de 5 ans. Et je pense que cette année, avec la crise du Covid, les chiffres sont beaucoup plus élevés. Donc, c'est quand même un fléau qui est extrêmement mondial. Et, euh, et donc, du coup, voilà, j'ai pu. En fait, après avoir fait cette expérience au Cameroun, j'ai décidé de me lancer là-dedans, dans ce projet-là. Et en fait, avec l'université de Tübingen et le CIMI, qui est en fait un organisme de recherche qui est apparenté à l'INSERM à Paris, on a pu faire un projet commun en fait enfin, on a travaillé sur la transmission du paludisme. Donc, tu t'es lancé un petit peu sur les pas du docteur Albert Schweitzer, en fait, qui était presque un profil, je crois, allemand, puis naturalisé français, et ça t'a conduit aussi vers les traces du paludisme. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, Albert Schweitzer, c'est un personnage assez rigolo parce que il est né donc en Alsace. À l'époque, c'était allemand. Et puis, en fait, après la guerre, ça s'est retrouvé. En fait, il s'est retrouvé français, en fait, naturalisé, en fait, après la Première Guerre mondiale. Il est parti, je crois, juste avant la guerre, en fait, à Lambaréné, qui est une petite ville à peut-être 200 km de Libreville, qui est la capitale du Gabon. Et il a créé un hôpital, en fait, sur place, où il a pris en charge un nombre assez important de maladies, notamment voilà, tout ce qui est paludisme, lèpre, etc. Et à peu près, je pense, 60 ans plus tard, la fondation Schweitzer en fait, a demandé à l'université de Tübingen de fonder un centre de recherche. Donc, il y a un centre de recherche qui a été créé sur place et depuis qui a bien grandi. Et aujourd'hui, on a une plateforme de recherche en maladies infectieuses qui est très, très développée sur place à Lambaréné. Donc notamment sur la malaria, mais aussi sur la tuberculose. On fait un peu de sida, on fait beaucoup de microbiologie et beaucoup de différentes parasitoses tropicales. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un partenariat franco-allemand académique? Oui, oui, c'est ça. On a la chance en fait j'ai eu la chance en fait d'avoir la confiance d'une professeure en fait qui est rattachée à la Sorbonne et d'un professeur qui est mon maître de thèse à Tübingen de pouvoir me lancer dans ce projet en fait. Alors, c'est un projet, je crois, que tu continues ou qui est lié à ton doctorat. C'est ça. Alors, ensuite, retour en Europe. Et l'année dernière, tu as à nouveau réalisé une expérience pratique, cette fois-ci à Paris. Et c'était pendant la crise du Covid, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que le Covid, en fait, a malheureusement un peu euh, freiné Changé. mes plans, en fait, par rapport à mon projet sur le paludisme. Donc, du coup, je me suis retrouvé, en fait, en mars, à rentrer en France. Et comme j'avais pas... À ce moment-là, j'avais vraiment pas beaucoup de tâches imminentes à faire. Je me suis dit, bon, allez, je vais aller aider un peu à Paris. Et je me suis retrouvé en fait à faire, faisant fonction d'infirmier à Antoine Béclair. Donc, c'est un petit hôpital au sud de Paris, à Clamart, qui fait partie du réseau de la PHP. Et pendant à peu près un mois, j'étais présent quand il y avait cette première vague qui a été euh, extrêmement difficile en fait pour une grosse partie des soignants et surtout pour l'agglomération parisienne et l'Île-de-France et aussi la région Grand Est. Donc, c'est là que tu as découvert un petit peu la gestion de la crise, une crise qui était pas prévue, et avec des connaissances médicales sur l'infection qui n'étaient pas encore très précisées, en fait. Donc, tu as pu voir comment l'hôpital s'est organisé. Qu'est-ce que tu as retenu de cette crise en France dans la gestion? Est-ce que c'était une expérience qui a été aussi intéressante pour toi, encore plus intéressante, je dirais, que celle que tu as vécue précédemment? Oui, alors dans tous les cas, ça a été une expérience assez intéressante, assez dure aussi, hein, parce que à ce moment-là,
on avait vraiment, vraiment beaucoup de patients dans le service. Je crois à la base, il y avait peut-être 15 places en réanimation, donc officiellement en réanimation, Ouais. et on est monté peut-être, je ne sais pas moi, à 35 lits. Donc il a fallu faire un peu de bricolage, en fait. C'est ça, c'est du bricolage, c'est-à-dire qu'on a mis des patients dans des chambres qui n'étaient pas euh, vraiment faites pour de la réanimation. On avait des respirateurs qui étaient des respirateurs de transport et pas des respirateurs euh, qu'on a dans des chambres de réanimation, en fait. Donc, il a fallu en réarranger en fait tout l'hôpital. Et c'était quand même très, très compliqué euh, à ce point de vue-là. Mais je pense qu'on avait vraiment de la chance à cette époque-là, donc au mois d'avril 2020, qu'on avait vraiment une grosse solidarité en fait de la population. Euh, et on le voyait en fait chaque jour parce qu'on était chaque jour livré en fait avec plein de bonnes intentions en fait de bénévoles qui venaient, et ça nous faisait vraiment vraiment plaisir. Et donc, tu as vécu cette expérience pendant combien de temps à Paris? Tu restais combien? J'étais seulement un mois en fait parce que en fait, le pic épidémique est arrivé très vite Mars, et avril. il est reparti très vite aussi. En fait, c'est ce qu'on voit sur les courbes, c'est-à-dire que le confinement, comme il a été total et les gens n'ont pas pu sortir, la pente elle a été vite vite cassée quoi. Donc ensuite, tu es revenu en Allemagne et là, tu as continué à entendre parler de l'épidémie, bien sûr. Tu l'as vu du côté allemand. Alors justement, qu'est-ce que tu as remarqué comme différence? Qu'est-ce que tu as pu remarquer comme différence dans la gestion de l'épidémie entre les deux pays? Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est tout d'abord, on n'a pas eu en fait, des vagues épidémiques simultanées. En Allemagne, en fait, la vague épidémique, elle est vraiment arrivée au mois de décembre de l'année dernière, en fait, avant la période de Noël, et elle a été la plus meurtrière, je pense, vraiment à cette période de Noël. En France, la première vague qui a été vraiment meurtrière, elle a été en mars-avril 2020. Elle était extrêmement localisée, donc c'est-à-dire que c'était localisé sur l'Île-de-France et la région Grand Est. Euh, alors qu'en Allemagne, elle était un peu plus dispatchée au début. Ça a beaucoup commencé dans la région en fait, de Cologne, enfin surtout vers la Hollande, parce qu'il y avait des clusters en fait, après le carnaval, et un peu au niveau de la Bavière, où il y avait quelques clusters. Et en fait, après, ça s'est totalement dispatché sur l'ensemble de l'Allemagne. Et au mois de décembre, je pense que les principaux foyers en fait, de contamination, c'était surtout l'est de l'Allemagne, donc avec la région de la Saxe, la région de Brandebourg, qui était quand même très touchée. Sachsen-Anhalt, c'était aussi très touché. Région de Halle, par exemple. Donc, on a eu des foyers qui étaient totalement différents. Quoi. Le virus s'est un peu déplacé, en fait, dans l'ensemble des territoires, en fait. Et on le voit encore aujourd'hui en France. Hein. Les pics épidémiques ne sont pas du tout les mêmes d'une région à l'autre. Quoi. Est-ce que dans l'organisation hospitalière, tu as pu remarquer des différences justement dans la gestion entre les deux pays? Euh, alors, en Allemagne, il n'y a pas eu de difficulté par rapport en fait, au matériel. C'est-à-dire qu'on peut regarder aussi un peu les chiffres. Il y a énormément de lits en, fait, en réanimation en Allemagne. C'est vraiment pas un problème, en fait, je pense, pour le pays. Ce qui est problématique, c'est le personnel. C'est-à-dire qu'il y a un manque de Oui. personnel quand même très important, et notamment personnel soignant, personnel infirmier. En France, en fait, à l'époque où il y avait vraiment les pics épidémiques donc de l'année dernière, il y avait toute une solidarité des soignants en fait, qui sont arrivés de toute la France pour se retrouver à Paris ou dans le Grand Est, ce qui fait qu'il n'y avait pas de problème de personnel, mais il y avait plus un problème de matériel. Ouais. Donc on n'avait pas forcément de respirateur mécanique pour tout le monde. Ça a été encore, mais par exemple, bon, les blouses, on n'avait pas de blouses officielles, des masques, on en avait quand même très peu. On en utilisait peut-être un par jour, alors que bon, ici, par exemple, ça peut être trois ou quatre par jour. Donc il y avait quand même ce gros problème en fait à ce moment-là en fait. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu évolué, il y a plus de matériel, etc. Mais on est toujours limité en France par, je pense, par le nombre de lits en fait en réanimation. Mm. Alors qu'en Allemagne, ils ont des lits de réserve. Il y a aussi, il faut dire les choses, je veux dire, le leader en termes de respirateurs mécaniques, je pense que c'est l'entreprise Dräger, qui est quand même une entreprise qui est basée en Allemagne. Donc, ils sont capables de produire des respirateurs mécaniques
en grande quantité, quoi. Un autre aspect aussi que tu as pu découvrir, c'était la vaccination, parce que je crois que tu es à Tübingen aussi. Et c'est là où se joue une grande partie de la recherche aussi sur la vaccination du Covid, il me semble. Donc, qu'est-ce que tu as pu réaliser, qu'est-ce que tu as pu voir aussi de la vaccination en Allemagne? Alors, oui, en effet, en fait, à Tübingen, on a lancé donc l'étude de CureVac, qui est aussi un des pionniers en fait dans la recherche ARN messager, et notamment sous vaccination et aussi en thérapie contre le cancer. Donc, on a lancé en fait la phase 1 de l'étude clinique l'année dernière au mois de juin. Et moi, je m'occupais justement de tout ce qui était entrée des données et effets secondaires par rapport aux patients, etc. Et aujourd'hui, on est en phase 3 de l'étude clinique. J'espère que d'ici à peu près 2 ou 3 semaines, il y aura les premiers résultats et qu'on pourra avoir une autorisation de mise sur le marché, probablement, je pense, maximum début juin, je pense, qui pourrait quand même faciliter énormément la vaccination en fait, sur l'ensemble de l'Europe. Parce que le problème en fait, ce qu'on a par rapport à la vaccination, que ce soit en Allemagne, en France ou dans les autres pays européens, c'est qu'on a des entreprises qui ont développé des vaccins, mais qui ne les produisent pas en fait sur le sol européen. Et on a eu du mal à mettre en place les outils de production. Maintenant, ça commence à s'arranger. Donc, on voit par exemple que l'entreprise Pfizer BioNTech en fait, a lancé en fait une usine à Marbourg qui va pouvoir produire quand même beaucoup. En Belgique, il y en a aussi une, je pense, à Wavre. Donc, ça va aller probablement plus vite. Et l'entreprise CureVac a signé aussi un nombre de contrats assez important en fait, avec Bayer, par exemple, qui va produire à Wuppertal. En Belgique, avec GSK, qui doit produire aussi en Belgique. Normalement, en Autriche, il y aura aussi un contrat avec Novartis, par exemple. Donc, ce qui fait que une fois qu'il y aura l'autorisation sur le marché, le vaccin pourra être produit en fait beaucoup plus rapidement parce qu'il y aura vraiment l'outil de production qui sera déjà présent en fait. Et tu as pu voir aussi, quelle est la place des expatriés français un petit peu dans le rôle du développement de la vaccination, je crois. Oui, c'est ça. Donc, ce qui est assez intéressant finalement, c'est qu'on n'a pas de vaccin en fait made in France, ce qui était un peu dommage, mais on a quand même beaucoup d'acteurs en fait qui sont un peu dispatchés, qui ont joué un rôle majeur en fait dans la recherche sur le vaccin. Donc, on a notamment le CEO de Moderna qui est Stéphane Bancel, qui est français. Le CEO d'AstraZeneca aussi français. On a en Allemagne le directeur financier de l'entreprise CureVac qui est aussi un français. Celui qui est à la toute base en fait des premiers vaccins à ARN messager, Steph Pascolo, qui en fait avec d'autres doctorants en fait à Tübingen a lancé en fait l'entreprise CureVac, qui a été vraiment, enfin pour moi je pense une des premières entreprises à développer justement ces ARN messagers en piste thérapeutique, et qui a même été nommé en fait, enfin nominé pour un prix Nobel dans les prochaines années. Donc, je pense que on peut être fier en fait qu'on ait vraiment autant d'expatriés français qui jouent des rôles assez importants, notamment dans la recherche médicale. Donc, en fait, tu réponds déjà à la question que j'allais te poser. Est-ce que quand on est français en Allemagne, dans l'environnement médical, est-ce qu'on a un avenir? Là, tu y réponds. Oui, bah, pas forcément que dans le domaine médical, mais aussi beaucoup dans le domaine de la recherche. Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire et beaucoup sourire, c'est l'année dernière quand Emmanuelle Charpentier, qui est prix Nobel de chimie 2020, qui est directrice de l'Institut Max Planck à Berlin, avait dit sur France 2 que la France ne pouvait pas lui donner les mêmes moyens que l'Allemagne. Du coup, ça m'a toujours fait un peu sourire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui s'expatrient en Allemagne parce qu'ils ont plus de facilité en fait dans la recherche, et aussi plus de financement. Okay, quel conseil tu pourrais donner à toute personne qui veut s'expatrier en Allemagne de façon générale? Alors, ce qui est toujours important, c'est quand même d'essayer d'apprendre allemand, hein. C'est-à-dire qu'on peut se débrouiller en anglais, mais je pense qu'une fois qu'on apprend l'allemand, qui est quand même une langue qui est quand même assez difficile,
on a une grosse plus-value en fait sur pas mal de différents candidats et différents CV. Et voilà, les Allemands, ils aiment bien aussi les profils un petit peu atypiques parfois, notamment en fait ces personnes qui ont des profils, enfin par exemple, qui ont des capacités linguistiques assez intéressantes, qui ont fait des semestres à l'étranger, qui ont des expériences un peu euh, dans différentes directions. Donc voilà. Alors, actuellement, tu continues donc, dans cette voie, donc tu réalises un doctorat toujours à l'université de Tübingen dans les maladies infectieuses. Et est-ce que la crise du Covid, ça aurait été quelque part une parenthèse ou est-ce que ça t'aura influencé dans la voie que tu vas suivre? Euh, je pense que ça a été assez intéressant en fait, de réaliser que en tant que médecin, on n'est pas, enfin, il y a tellement de choses à faire dans la médecine en fait. Il n'y a pas seulement en fait la médecine clinique classique, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'entrepreneuriat. On voit que la plupart euh, des gens qui se sont lancés dans les startups, etc., beaucoup c'est des médecins en fait qui ont entrepris après à côté. Et c'est ça qui est assez intéressant pour moi pour l'avenir, en me disant que voilà, je ne suis pas obligé de travailler tout le temps à l'hôpital, mais je peux aussi euh, monter une startup ou partir dans une direction, en fait, par exemple dans la recherche. Et donc, ce sont des gens qui ont su sortir des sentiers battus et puis aussi être leurs propres entrepreneurs. C'est ça qui est assez fascinant. Parce que je crois que l'entreprise BioNTech est en train de monter aussi à la bourse et la troisième entreprise, je crois, après les grands Allemands, en fait, à la bourse maintenant. Oui, oui, ce qui est c'est incroyable, c'est que enfin, l'histoire du couple turc, en fait, bon, ils sont professeurs à l'université, etc. Mais en fait, en peut-être 3-4 mois, ils se sont trouvés multimilliardaires. Moi, je trouve que c'est inspirant, pas forcément parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, mais parce que derrière, ils vont pouvoir monter énormément de projets. Il n'y a pas que les vaccins, il y a aussi énormément de traitements contre le cancer ou contre d'autres maladies auto-immunes. Et je pense qu'ils sont déjà en train de se lancer dans ce genre de projet. Et en fait, on voit que enfin, on va dire l'industrie pharmaceutique est en train de se développer totalement et est en train de changer un peu de direction. Avant, on avait vraiment les grosses entreprises qu'on appelle en fait dans le jargon Big Pharma, donc par exemple Sanofi ou Bayer, en fait, qui développent des produits. Et c'est des entreprises qui sont déjà extrêmement connues en fait à la base, et donc ils vont essayer de développer des molécules, avoir un brevet et pouvoir avoir des autorisations sur le marché. Aujourd'hui, on a des startups en fait qui développent euh, voilà, de la biotech en fait dans leur coin, qui rentrent en bourse et ce qui leur permet en fait, de pouvoir générer un capital en fait, assez important. Et puis après, en fait, qui soit se rattachent avec un grand groupe, donc par exemple Pfizer, pour pouvoir faire des études cliniques et développer en fait, et pouvoir en fait développer leurs médicaments ou leurs vaccins en fait sur le marché. Et du coup, c'est vraiment, je pense qu'on a vraiment une émergence en fait dans ce domaine-là qui est assez intéressant. Alors, j'imagine, enfin, on te retrouvera peut-être dans une start-up d'ici quelques années, Nathanaël. J'espère pas que ce sera une start-up qui gérera une prochaine pandémie, mais en tout cas, peut-être qu'on sera surpris de se retrouver dans un nouveau projet franco-allemand, en tout cas. Ah oui, oui, bah, je pense que c'est l'avenir, hein. Ce qui est un peu dommage, ce que je dis en fait à chaque fois, c'est dans la crise du Covid, on aurait pu faire beaucoup plus en termes européens et notamment en termes d'études cliniques. Si toutes les universités, c'était vraiment les organismes de recherche avaient travaillé main dans la main en fait sur des traitements, euh, on On a aurait beaucoup pu aller plus. beaucoup plus vite. On a Mm. eu beaucoup de couacs, notamment en France malheureusement, parce que je me rappelle en fait de l'étude de Discovery qui jusqu'à présent n'a donné aucun résultat et ils ont eu énormément de mal à recruter des patients. Je pense qu'il y avait eu 2 patients qui avaient été recrutés au Luxembourg, mais c'est tout.
Oui. On a l'exemple aussi, l'Institut Pasteur avait été pendant un moment en fait sous la couverture médiatique en fait parce qu'il avait trouvé un traitement. Pour l'instant, j'ai toujours pas vu d'études intéressantes sur le sujet et je trouve ça quand même vachement dommage quoi. Et je pense que c'est un des gros problèmes en fait qui risque d'être mis sur la table sur les sur les prochaines échéances européennes, c'est le domaine de la santé, et le domaine de la recherche européenne, qui, dans certains domaines, cale un peu, je pense, notamment en médecine. En tout cas, Nathanaël, je te remercie de nous avoir fait part de ton expérience dans un contexte qui a certainement pas dû être évident. Et puis, je vais donc te souhaiter un bon développement en Allemagne et puis on entendra ça peut-être parler de toi bientôt. Merci beaucoup.